Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la distribution de student. Donc, la distribution de student, elle vient, en fait, elle découle de la loi normale. Donc, on sait que lorsqu'on respecte l'ensemble de nos hypothèses de Grasс-Markov et l'hypothèse de normalité du terme d'erreur, eh bien, on va avoir que notre coefficient bêta va suivre une loi normale en fonction de sa moyenne et de son écart type. Donc, la moyenne du coefficient est égale à notre estimation non biaisée, et la variance de notre coefficient va être égale à la formule suivante. Donc, la variance de mon terme d'erreur divisé par la variance de ma variable explicative multiplié par 1 moins la relation entre mes différentes variables explicatives. Donc, ça, c'est une formule qu'on avait déjà dérivée précédemment. Hein, donc, on avait précédemment dérivé cette équation-là. Donc, je ne referai pas tout ce calcul-là avec vous, mais je veux juste qu'on s'intéresse ensemble au terme du haut, en fait au nominateur de cette équation-là, qui est la variance de l'erreur. Donc nous, on ne connaît pas la vraie variance du terme de l'erreur, et donc on ne connaît pas la vraie variance de notre terme bêta. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer la variance du terme d'erreur en fonction de notre échantillon. Et parce qu'on infère, en fait, parce qu'on estime la variance de notre terme d'erreur, eh bien, on doit pénaliser notre distribution. On doit prendre en compte le fait que notre estimation de la variance de notre terme d'erreur est biaisée et qu'on doit donc avoir une distribution qui est plus sévère pour notre inférence statistique. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la distribution de Student. Donc, je vous les présente les deux. Vous avez sur le haut la courbe de la loi normale et sur le bas la loi de Student. Donc, les deux, on remarque qu'elles ont beaucoup de similarités. D'abord, les deux sont centrées autour de leur moyenne et elles sont symétriques autour de leur moyenne. Donc, les deux courbes se ressemblent beaucoup. La différence, en fait, entre la loi normale et la loi de Student, c'est que la loi de Student est beaucoup plus affaissée parce qu'on doit estimer la variance de l'erreur. Et comme on estime la variance de l'erreur, eh bien, on a une distribution qui est beaucoup plus large. Donc, nos données sont plus réparties sur notre domaine de valeurs possibles et ça rend donc notre distribution un petit peu plus sévère. Donc, ça va être plus difficile de faire de l'inférence statistique et de juger de la valeur de notre coefficient. Donc, la punition, on va l'appeler le degré de liberté. Et le degré de liberté va être déterminé par deux facteurs, le nombre d'observations et le nombre de paramètres estimés. Donc, si je reviens à mon équation en fait, de ma diapositive précédente, vous ne serez pas surpris d'avoir d'abord comme nominateur la variance du terme d'erreur. Le biais en fait de cette variance-là va être plus grand lorsque mon échantillon a peu de chiffres, a peu d'observations, pardon. Donc, lorsque j'ai peu d'observations dans mon échantillon, lorsque n est faible, donc lorsque mon nombre d'observations est faible, eh bien, ça l'emmène plus d'incertitude. Et à ce moment-là, je vais avoir une plus grande punition, un degré de liberté plus faible. Ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Si j'ai plus d'observations, alors là, j'ai moins d'incertitude et la variance de mon terme d'erreur va être meilleure. Et donc, je vais moins punir ma loi de student. Ensuite, plus j'ai de paramètres, eh bien, plus ça rend l'estimation difficile de mon terme d'erreur et plus j'ai de chances d'avoir de covariance entre mes différentes variables. Et donc, ça va pénaliser notre degré de liberté. Essentiellement, le degré de liberté se calcule de la façon suivante. Le degré de liberté va être égal à n-k. Donc, plus ce degré de liberté-là va être élevé, eh bien, plus notre distribution de student va se rapprocher de la loi normale. Et plus notre degré de liberté est faible, plus notre distribution de student va être différente. Donc, vous comprenez que la distribution de student peut avoir différentes formes, et les formes sont les suivantes. Donc, d'abord, on a une courbe en bleu très pâle qu'on voit la plus haute, celle qui pique le plus haut, c'est notre loi normale. Cette loi normale-là est en fait la loi qu'on obtiendrait si on connaissait la vraie valeur de la variance de notre terme d'erreur. Mais comme on l'estime, on va devoir pénaliser notre distribution et on va se rendre compte que plus notre punition est élevée, donc plus notre degré de liberté est faible, et bien plus notre terme, en fait notre courbe de distribution de students va s'affaisser. Ce qu'on remarque par contre, c'est qu'elle converge quand même assez rapidement vers notre distribution normale. Donc regardez ici, quand j'ai une courbe en mauve, lorsque mon degré de liberté est égal à 30, donc c'est-à-dire que lorsque j'ai un nombre d'observations moins un nombre de coefficients estimés qui est égal à 30, donc ça me donne une courbe en mauve qui se rapproche quand même beaucoup de la courbe en bleu pâle. Donc ça va être très rapidement que notre courbe de student va converger vers notre courbe de distribution normale.
comme on le disait précédemment, lorsqu'on a peu de données ou un degré de liberté faible, on a quand même des conséquences très importantes sur la répartition de nos données. Donc, les résultats qu'on a trouvés avec la loi normale vont être beaucoup plus difficiles à appliquer. Donc, c'est pas vrai qu'on va avoir, par exemple, 95% de nos données entre deux écarts types autour de notre moyenne. Ça va prendre plus d'écarts types dépendamment du degré de liberté qu'on a. Et donc, ça va affecter beaucoup notre référence statistique. Notre référence, habituellement, à nous, va reposer sur la distribution de students. Pourquoi? Parce qu'à moins d'avoir une bonne connaissance du processus qui génère les données, il va falloir estimer nos variances dans nos termes d'erreur. Et ça, c'est le genre de connaissance qui vient de notre échantillon très fréquemment. Mais comme on le voit quand même sur le graphique, lorsque je travaille avec un échantillon de taille modérément faible, donc 30 observations, c'est quand même pas tant que ça. 30 observations, si on a juste une variable explicative, par exemple, eh bien, on se rend compte que je suis quand même très proche de ma distribution normale. Donc oui, la distribution de students va affecter vos résultats lorsque vous travaillez avec des petits échantillons, mais lorsque vous travaillez avec des larges échantillons, eh bien, vous allez retrouver les mêmes résultats que la loi normale.